Pour ce qui est de la consommation des gens, moi, je le sens, là, puis on l'a vu quand Donald Trump est venu nous faire la guerre commerciale, à quel point les Québécois tenaient à acheter local. Fait qu'on n'a pas besoin de les convaincre puis de leur dire « faites l'effort ». Maintenant, ce qui est plus difficile, c'est de leur donner les conditions puis de s'assurer que ça soit facile. Fait que tout le travail que vous faites, par exemple, Produits du Québec, oui. d'avoir des certifications où est-ce que tu vois le logo, tu n'as pas besoin de faire des recherches ultra fouillées pour savoir si les ingrédients puis les produits que tu achètes, c'est fait au Québec ou pas. Pour moi, je suis convaincue que ça prend les leviers de l'État pour permettre et faciliter l'achat local. Bonjour, Ruba. Bonjour, Elfie. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Officiellement, tu brises la glace comme chef de parti. Ça fait vraiment plaisir. Et là, on avait convenu avant le podcast qu'on se tutoyait. Fait que je sais qu'on se connaît pas tant, mais on a installé ça, puis tu te sens mal à l'aise avec ça. Fait qu'on continue totalement. Comme ça. Parfait. Tu. Super. On va faire des confidences. J'adore ça. Puis en plus, parlant de confidences, moi, j'ai l'impression de te connaître un peu parce que j'ai passé ma fin de semaine à me préparer un peu, puis à lire ton livre, à t'écouter en entrevue, tout ça. Fait que... Les gens du pays viennent aussi d'ailleurs, sans faire de plug. Non, sans aucune plug. Sorti en novembre. En novembre, l'année passée. Comment vont les ventes? Ça va bien? J'ai pas regardé, mais j'ai adoré aller au Salon du Livre. Puis je continue. J'ai même des invitations pour le Salon du Livre à Sherbrooke après la campagne électorale. OK. Bon. Donc, Ruba, on te connaît comme porte-parole, en fait, de Québec solidaire, comme chef à l'Assemblée nationale aussi. Mais j'aimerais ça que outre ça, qui es-tu? Oui. Qui suis-je? Et suis-je devenue ce que j'avais toujours rêvé d'être? On en parlait. Question profonde. Moi, je suis députée à l'Assemblée nationale dans le comté de Mercier, qui est le Plateau et le Myland depuis 2018. Et je suis aussi impliquée dans la Québec solidaire depuis sa fondation. Je fais partie des membres fondateurs, fondatrices. En 2006, j'étais toute jeune à l'époque, avec Françoise David, Amir Kadir, Manon Massé, qui n'était pas connue à l'époque comme aujourd'hui, Manon. Et donc, très impliquée parce que depuis toute jeune, j'ai des valeurs progressistes, d'égalité des chances, aussi d'égalité entre les femmes et les hommes, de justice sociale. Ça a toujours été très, très important pour moi. Puis la politique, je regardais ça un petit peu de loin. Ça m'a toujours intéressé, même si je viens d'une famille qui n'aime pas la politique, mais jamais jusqu'à devenir députée à l'Assemblée nationale. Moi, ce que je voulais, c'est faire quelque chose de ma vie qui va avoir un impact puis qui va changer la vie du monde, des gens, puis tout en respectant mes valeurs. Fait que même si je travaillais pas en politique, je m'impliquais de façon bénévole, mais en même temps, il fallait bien qu'ils payaient le loyer puis tout ça. Fait que j'ai étudié aussi. J'ai étudié avant de m'impliquer en politique. J'ai un bac en comptabilité. En fait, c'est un bac en administration des affaires. Je ne suis pas comptable. Je ne suis pas allée jusqu'à avoir le titre. Après ça, pendant mes études, j'étais très impliquée, très engagée pour dire oui, il faut faire des affaires, mais il faut protéger l'environnement et les droits humains. Fait que c'est là que j'ai découvert l'existence d'une maîtrise en environnement à l'Université de Sherbrooke. Fait que je suis allée à Sherbrooke pour étudier, faire la maîtrise. J'ai adoré ça. Puis après ça, moi, je me suis dit, moi, je vais aller travailler là, pour payer ma vie, là, pour gagner ma vie le jour, parce que le soir, c'est m'impliquer à Québec solidaire. Je veux travailler dans les usines, dans les entreprises privées, là où la pollution, puis que les gens risquent d'avoir des accidents pour les sauver. Parce que je suis allée après ça faire un certificat en santé et sécurité au travail. Fait que ça, c'est tout l'aspect de mon côté professionnel. Côté personnel, là, vous lirez mon livre. Moi, je l'ai lu. C'est très intéressant. Oui, parce que je parle de trucs pas mal personnels. C'est pas juste un livre politique. Non, effectivement. Tu trouves beaucoup dans ton livre. Fait que depuis tout ce temps et aujourd'hui encore, on va mettre la table. C'est quoi la place de l'achat local dans ta vie? Très important. Moi, je suis quelqu'un qui est pas très... j'aime pas ça acheter beaucoup de choses. On dirait qu'il se passe trop d'affaires dans ma tête puis je veux pas m'encombrer de trop de produits. Fait que pour moi, c'est important que quand j'achète quelque chose, que ça soit bon pour l'environnement, bon aussi pour économiquement, éthiquement, etc. Je me rappelle même au HEC, on parlait beaucoup du café équitable, du commerce équitable. Évidemment, on fait pas de café ici, mais il fallait respecter les droits des droits humains. Fait que j'ai toujours été sensibilisée à ça. Donc, dans ma vie, par exemple, les produits qui sont pas de la bouffe, parce que la bouffe, ça, je regarde beaucoup les étiquettes, puis c'est très important pour moi. Mais pour ce qui est des autres produits, les produits nettoyants, par exemple, pour la maison,
Ça, c'est important. Je donne l'exemple de BioVert parce qu'il y a l'aspect environnement, mais je sais que c'est aussi fait au Québec. Les produits aussi pour me garder jeune. Je vieillis, je sais. Ou des produits de beauté ou des crèmes. Je m'assure aussi que ça soit fait au Québec, comme par exemple Be Kind. Puis je connais bien, là, son nom m'échappe parce que j'essaie de m'en rappeler, celle qui l'a mis en place, là, l'entrepreneur, là, qui est une jeune femme extraordinaire. Je sais qu'elle a sa boutique aussi à Verdun, de Be Kind. Il y a aussi des produits comme ça. Tu es très sensible, ça fait déjà partie de ta vie. Oui. Tu as déjà commencé à parler un peu de ta sensibilité à cet impact-là. J'ai envie de mettre la table sur la suite avec la notion d'impact parce que nous, à Produits du Québec, récemment, on a fait justement une étude pour quantifier c'est quoi cet impact-là d'acheter au Québec. Fait que ce qu'on a fait, c'est qu'on a évalué 12 catégories de produits non alimentaires, on les a regroupés, puis on a juste simulé des scénarios d'importation différents. Fait qu'autrement dit, si dans ces 12 catégories-là, on achète moins à l'extérieur, qu'est-ce qui se passe au niveau de l'économie du Québec? Puis notre conclusion, notre grande conclusion de tout ça, c'est si chaque ménage québécois achetait 25 de plus, c'est-à-dire qu'il remplaçait 25 de produits importés par des produits québécois, fait qu'on n'est pas dans le de plus, comme je dis, on est vraiment dans le remplacement, bien, ça donne 3 milliards de retombées économiques, 29 000 emplois et 180 millions de revenus pour le gouvernement. 25 par semaine, c'est pas beaucoup? Non, c'est pas beaucoup. Puis on est encore une fois dans le remplacement. On n'est pas en train de dire aux gens de dépenser plus parce qu'on sait que c'est pas facile actuellement. Fait que la notion d'impact, elle est là, surtout économique, du moins quand on la présente comme ça. Fait que moi, j'ai envie d'ouvrir un peu cette discussion-là en te demandant, est-ce que tu penses que cet impact-là se crée beaucoup par la consommation des gens ou davantage par des politiques publiques? Pour ce qui est de la consommation des gens, moi, je le sens, là, puis on l'a vu quand Donald Trump est venu nous faire la guerre commerciale, à quel point les Québécois tenaient à acheter local. Fait qu'on n'a pas besoin de les convaincre puis de leur dire « faites l'effort », puis avec les chiffres que vous venez d'amener, que tu viens d'amener. C'est pas grave. C'est quand même, tu sais, c'est encore important, c'est encore plus le fun parce que on n'a pas besoin d'acheter 100 pour avoir un impact. Donc, c'est bien. Mais je le sentais souvent, il y a une époque, à mon époque, on disait acheter, c'est voter pour l'environnement. Tu sais, moi, je viens de cette époque-là, Laure Varidel. Je me rappelle de ça, ça m'avait beaucoup marqué, puis c'était important. Mais je pense que les gens sont prêts là, à voter. Là. Tu sais, s'ils pouvaient tout acheter québécois, ils seraient très heureux. Maintenant, ce qui est plus difficile, c'est de leur donner les conditions puis de s'assurer que ça soit facile. Fait que tout le travail que vous faites, par exemple, Produits du Québec, d'avoir des certifications où est-ce que tu vois le logo, tu n'as pas besoin de faire des recherches ultra fouillées pour savoir si les ingrédients puis les produits que tu achètes, c'est fait au Québec ou pas. Ça, déjà, ça facilite la vie des gens. Encore faut-il que ça soit comme abordable. Nous, c'est pour ça, pour moi, je suis convaincue que ça prend les leviers de l'État pour permettre et faciliter l'achat local. On ne peut pas dire aux gens acheter local, puis l'État lui-même ne le fait pas. Donc, mais par exemple, pour permettre aux citoyens, aux consommateurs d'acheter local, ce qu'on a mis en place comme proposition à Québec solidaire en lien avec la campagne électorale, c'est, là, je sais, c'est des produits alimentaires, mais c'est quand même, c'est quand même important. C'est des épiceries publiques québécoises pour ajouter de la concurrence, réduire les prix, parce que ça coûte extrêmement cher faire l'épicerie. Parce qu'en plus de ça, comme quand tu baisses l'épicerie des ménages, bien là, ils ont plus d'argent pour acheter local toutes sortes de produits. Fait que ça les aide aussi. Tu supposes qu'acheter local, c'est plus cher, par exemple? Non, mais ce que je veux dire, c'est que... Non, pas du tout. Ce que je dis, c'est que l'État doit s'assurer de baisser les prix. Puis les épiceries publiques permettent ça, d'offrir une opportunité parce que les épiceries publiques vont acheter tout ce qui est possible d'être acheté localement pour que les gens puissent savoir. Ils s'en vont dans une sorte de Costco public. Ils savent que quand ils vont là, c'est en grande majorité québécois, donc ils le savent parce qu'on leur permet de le faire plus facilement. Fait que ça, c'est comme une proposition, une façon. Mais tu avais celle-là, puis je pense qu'en termes de... corrige-moi si je me trompe, il y avait aussi la notion de quota. Oui, exact, c'est ça. Fait que le gouvernement... pour travailler avec oui, vous. merci, oui. Fait que le gouvernement du Québec, cordonnier mal chaussé, c'est aujourd'hui, même on a des reculs par rapport
à ce que l'État québécois achète, parce que c'est des milliards de dollars que le gouvernement achète en produits, papeterie, toutes sortes de choses. Et il y a même eu un recul. On est rendu comme à 47 local. Fait que c'est pas très fort. On n'est pas encore Donc, sur 50. c'est ça. À un moment donné, on l'a été, puis je pense que ça a baissé. Fait que là, nous, ce qu'on dit, ben il faut avoir une vraie cible, 75 Puis pour ça, il faut mettre en place des outils pour y arriver. Il ne faut pas que ça soit juste un vœu pieux, juste pour bien paraître. Et je parlais des épiceries. Ça, c'est un exemple pour pouvoir le faire. Mais d'utiliser les leviers de l'État dans les achats publics, ça, c'est fondamental de permettre de l'acheter, d'acheter québécois. Tu sais, le gouvernement, il y a le CAG, le Centre d'acquisition gouvernementale. Puis je le sais que ça a permis au gouvernement, parce qu'on achète en gros, de faire 2 milliards d'économies en 5 ans. Mais dans les régions, par exemple, des papeteries un petit peu partout, des entreprises, des PME québécoises disaient, bien, on n'a pas accès à ce marché-là, qui est le marché des contrats publics du gouvernement. Comment ça se fait que nous, on n'a pas accès? Va falloir s'assurer, nous, un gouvernement de Québec solidaire, on voudrait favoriser les entreprises québécoises, puis que dans les contrats publics, ça soit adapté pour qu'il y ait d'autres critères que seulement le plus bas soumissionnaire pour permettre aussi aux entreprises québécoises de pouvoir soumissionner puis gagner aussi les contrats. Là, peut-être que je passe sur... Il y a d'autres questions là-dessus, mais il y a une proposition qu'on a faite. Il y a eu le gouvernement qui a mis en place une loi qui a été unanime pour contre l'obsolescence programmée. Puis c'est pas comme si on arrivait trop tôt, là. Tu sais, on est vraiment en retard quand on regarde ce qui se passe ailleurs dans le monde, notamment en Europe. Puis il y a un amendement que ma collègue Alejandra Zagamendez, en commission parlementaire, donc députée de Verdun de Québec solidaire, elle a amené, qui est de dire qu'il faudrait aussi avoir un critère de l'abordabilité, pas l'abordabilité, mais la durabilité, que les gens le voient, que ça soit facile, c'est durable. Parce que, je me mets à la place d'un consommateur ou de la famille, tu as un produit qui peut-être des fois peut coûter un peu plus cher que l'autre produit à côté, mais que c'est écrit que lui peut durer 5 ans, ou pas durer 5 ans, mais il y a un indice d'abordabilité qui est élevé. Alors que l'autre, on le sait, là, c'est fait en Chine, puis dans 1 an, ça ne vaut pas la peine. C'est comme, par exemple, des bottes 300 mais qui vont te durer 10 ans versus des bottes 100 faites en Chine puis qui vont durer un hiver ou 2. La majorité des gens vont dire, ben là, je veux dire, je fais des grosses économies en achetant, si je suis capable là, de sortir l'argent tout de suite en achetant québécois. Fait que l'indice de durabilité, ça, c'est une bonne façon aussi de permettre, de favoriser l'achat québécois qui est de bonne qualité, parce qu'au final, on finit par faire économiser les consommateurs. Fait que ça, c'est dommage que ça n'a pas été accepté. Puis pourquoi ça n'a pas été accepté? Parce que le gouvernement, tu sais, c'est lui qui décide, là, parce qu'il est au pouvoir, la CAQ. Après ça, les autres partis, je ne sais pas où est-ce qu'ils se placent par rapport à ça, mais nous, c'est sûr qu'on mettrait de l'avant un indice de durabilité. Puis je pense qu'il y a une... Tu sais, les gens, là, maintenant, réparer plus. Il y a des cafés de réparation. Ils ont envie d'avoir des choses qui durent plus longtemps, puis que ça soit fait ici au Québec. C'est sûr qu'ils vont le favoriser. Puis tu disais... Mais il faut que nous, on facilite leur vie. Oui, bien faut pas qu'on les convainque basés sur des valeurs. Il faut acheter québécois parce qu'on aime le Québec, puis on sort les violons. Les gens le savent. Ils le veulent. Quand on leur donne québécois, c'est ça qu'ils veulent. C'est à nous, maintenant, comme État, de leur faciliter la vie. Mais je vais avoir des questions pour toi sur la notion de consommateur. C'est intéressant parce que je sais que tu parles à beaucoup de gens, là, évidemment, entre autres dans ta circonscription. Mais j'ai envie qu'on revienne sur l'État, sur le quota, le fameux 75 parce que c'est quand même beaucoup plus élevé que ce qu'on fait actuellement. C'est 1 milliard, selon mes estimations qu'on a faites. Là, c'est 1 milliard de dollars de plus qu'on mettrait dans notre économie. Ça a une valeur de 1 milliard de dollars de plus. Puis ça serait quoi votre référence pour Qu'est-ce que c'est pour toi, en fait, l'achat québécois quand on parle, là, OK, c'est quoi une entreprise québécoise? Une entreprise qui est ici, une entreprise qui a des produits ici? Bien, c'est sûr que de dire qu'on veut acheter québécois, il faut que ça soit dans notre monde mondialisé, fabriqué de A à Z. Genre, ça, c'est un rêve. Ça, c'est dans un... C'est un beau rêve. Dans un rêve. C'est un beau rêve. Mais on n'en est pas là. Fait que on peut pas demander que ça soit à ce point-là. Fait que moi, j'aime beaucoup les certifications qui sont faites ici par Produits du Québec, de dire conçu au Québec, donc designé au Québec, mais fabriqué ailleurs. Fait qu'il y a des cerveaux québécois qui y ont pensé. Ça doit être bon. Fabriqué au Québec ou produit au Québec. Fait que, tu sais,
c'est sûr que le plus qu'on s'en va vers produits au Québec, le mieux c'est, parce que là, on a plus de produits puis de matériel qui sont faits au Québec. Le plus qu'on s'en va plus haut, le mieux c'est. Fait que c'est ça qu'il faut favoriser, mais qu'on soit au Québec aussi, c'est bon. Oui. Fait que c'est à peu près toutes ces panoplies-là, parce que ça a quand même un impact au Québec. Oui, puis il y a des secteurs aussi où la compétitivité en termes de fabrication, elle est moins là. Tu sais, si on regarde, par exemple, le vêtement, bien, le vêtement, au fil des dernières décennies, bien, il y a moins de production vestimentaire qui se fait au Québec, mais il y a quand même beaucoup de conception. Oui. Fait que, tu sais, la conception, c'est quand même des gens qui font les patrons. Tout qui font à fait. Tu sais, c'est quand même des gens qui travaillent ici. Fait que c'est pour ça qu'on Ça crée de l'emploi, Tout à puis fait. absolument. Fait que pour moi, tout ça, c'est local, là. OK. Faut pas être puriste dans cette affaire-là, là. Tu sais, on n'est plus dans les années 50. Fait que là, je suis en train de comprendre que le 75 en plus, ça serait se baser sur nos certifications comme repère. Bien, entre autres, parce que je veux dire, on a les experts là, sur Ben, le domaine, écoute. fait qu'on va pas réinventer la roue. Donc, ça en fait partie, puis le gouvernement peut le faire, mais c'est important d'ouvrir le marché, les marchés publics, qui est un levier immense. Tu sais, il y a personne qui a une force de frappe aussi importante que l'État. Il n'y en a pas, là. Parce que l'État, son objectif, c'est pas juste de faire des profits puis de nourrir des actionnaires, ce qui fait que ça a une force importante. Et souvent, les entreprises, quand on ouvre des marchés publics pour des soumissionnaires, bien, les entreprises comme étrangères qui sont ou les entreprises immenses qui sont très grosses, on les rend assez solides pour dire on va l'avoir le contrat, quitte à faire à prendre tout le risque et à faire des déficits là, pour ne pas être rentable, parce qu'on a d'autres divisions qui sont rentables. Mais les PME qui sont ici, les entreprises québécoises qui font ici, qui conçoivent, qui fabriquent, qui produisent au Québec, bien, elles n'ont pas les reins assez solides. Donc, c'est important que dans les contrats publics, on ouvre puis qu'on les adapte pour que ces entreprises-là, puis qu'il y ait un partage de risques, puissent soumissionner puis rentrer, ce qui est très, très difficile. Là. Ça a été beaucoup mentionné. Souvent, des PME, par exemple, en région, ça n'arrivait pas à rentrer dans le marché de l'État. Avoir un contrat avec l'État, le volume, Ouais. le risque. Fait qu'il va falloir faut ajouter d'autres critères que ceux du plus bas soumissionnaire. Le gouvernement a mis en place là, des petites lois pour ouvrir un petit peu puis augmenter le carré de sable pour que ce ne soit pas uniquement le plus bas du soumissionnaire. Mais ça reste comme, on ne voit pas le résultat. Là. C'est ça qui fait qu'on n'est même pas à 50 % d'achat local. Fait qu'il faut avoir la volonté vraiment politique importante pour dire, là, c'est pas juste un vœu pieux, là, notre cible d'acheter local, puis de dire à tous les Québécois, acheter local, puis c'est beau, là. Puis il faut pas attendre les crises pour dire, c'est important d'acheter local. Les crises, des opportunités pour changer nos habitudes. Fait que utilisons cette opportunité-là, où est-ce qu'on voit qu'on est dépendant des marchés étrangers, notamment des États-Unis, pour dire, on va être vraiment autonome, on va être libre, et favorisant nos entreprises qui essayent de rentrer. Là. Je veux dire, moi, je me rappelle pour la pandémie, il y a un documentaire très, très bon pour parler de la gestion de la pandémie, des entreprises québécoises qui voulaient vendre des masques, qui voulaient vendre des choses. Puis l'État, mais non, allait faire la file dans l'avion en Chine pour aller acheter des produits médicaux. Il y en a qui ont réussi, mais je veux dire, il fallait qu'ils se battent, là, puis qu'ils connaissent du monde, puis qu'ils aient des entrées. C'est pas normal. Puis, est-ce que tu penses que la notion de marge préférentielle est importante dans une stratégie comme ça, de dire, ben, tu sais, il faut aussi, si on veut sortir du plus bas soumissionnaire, il faut peut-être arriver avec une marge préférentielle pour les entreprises québécoises, par exemple? Oui, absolument. Puis les accords internationaux dont on est quasiment les seuls à respecter. Ben écoute, on dirait qu'on est les dindons de la farce. Fait que, je veux dire, ils permettent de prendre plus de risques et d'ouvrir plus large. Ouais. Nous, on est tout le temps là à faire être bien les bons élèves. C'est pas bon pour notre économie, c'est pas bon pour le Québec. Donc, on peut oser puis aller, faire une marge préférentielle pour préférer nos entreprises. D'autres États qui ont des accords internationaux le font. On n'a pas à avoir peur. Un gouvernement de Québec solidaire irait de l'avant. C'est drôle, parce que là, on est à quelques semaines, à peu près, je pense, des négociations sur le fameux 50 % Je ne sais pas comment ça va tourner, mais c'est effectivement une période pas facile en ce moment. Tant aussi longtemps que Trump est là, ça va aller mal. Puis après ça, il ne faut pas dire « Trump va partir, puis tout va aller bien ». C'est terminé. Les crises font partie, malheureusement, de notre vie, nouvelle vie. Il y a eu la pandémie, il y a eu Trump. Après ça, qu'est-ce qu'il va y avoir? Il y a des guerres de plus en plus un peu partout. Ça a un impact sur nous. On le voit sur l'essence. Donc, il faut arrêter. Il faut donner de l'espoir. Puis pour donner de l'espoir aux gens, aux Québécois, il faut utiliser les leviers de l'État.
Et quand ça va mal pour les entreprises, pour tout le monde, les PME, les privés, les consommateurs, quand ça va mal, tout le monde se tourne vers l'État. Parce que l'État a des leviers qu'aucun acteur social ou économique n'a. Donc, c'est à nous de les utiliser à bon escient pour favoriser notre économie locale. Nous, on a été créés, les Produits du Québec, en 2022, fait que c'est récent. On était dans la fin de la période de la pandémie. Mais après le panier bleu. Juste après le panier bleu. Mais quoi, t'as pas aimé le panier bleu? Je sais pas, il est où? Il est terminé. Il est terminé, mais à la base... Je cherche le panier bleu. Mais à la base, le panier bleu, c'était moi, tout le monde en a applaudi, on était contents. Ouais. Mais encore une fois, on est beaucoup dans le marketing puis dans les effets de toge. Puis c'est beau, acheter québécois. Il y a personne qui est contre la tarte aux pommes puis il y a personne qui est contre l'achat local. Maintenant, ce qu'il faut, c'est utiliser les outils puis les leviers qu'on a pour les mettre en place. Tu sais, par exemple, la cible de 75 d'achat local pour le gouvernement du Québec. Je sais plus, on a fait des motions, on a fait des sorties là-dessus, ça a été battu par le gouvernement, mais non, on peut pas. Bien, c'est parce qu'il faut qu'il y ait des cibles. Quand on a une volonté d'acheter local, si on ne se met pas une cible obligatoire, ça va rester un vœu pieux. Puis comme d'habitude, ça va être beau sur papier, puis 10 ans plus tard, on va être encore à 50 ou même en train de baisser. Fait que c'est pour ça qu'il faut aussi plus des actions concrètes puis utiliser les outils qu'on a comme État. Mais moi, je suis obligée de te dire que pour avoir été, c'est ça, créé en 2022, puis avoir vécu la guerre tarifaire en 2025 qui a commencé, moi, j'ai vu un changement d'intérêt aussi envers les produits du Québec. Tant que ce soit entreprise, que ce soit consommateur. Fait que je me demande, est-ce que l'achat local dépend justement des crises? Parce que c'est là qu'on voit qu'on se resserre les coudes, mais là, après ça, on se recalme un petit peu, on est moins vigilant. Malheureusement, dans la vraie vie, oui, mais l'idéal, ça serait que ça ne dépende pas des crises. Parce que souvent, il y a une crise, là, on devient vigilant, puis là, il y a toutes sortes de projets qu'on met en branle et tout ça, puis après ça, la crise s'en va, se résorbe. Chasse le naturel, il revient au galop. Donc, ce qu'il faut, c'est au contraire, moi, j'appelle souvent les crises, c'est des opportunités pour changer, mais changer à long terme. Donc, c'est pour ça que le 75 de cible pour que le gouvernement soit le modèle en termes d'achat local avec son levier de contrat d'achat public, c'est fondamental. Il faut l'atteindre. Nous, on l'atteindrait dans un premier mandat. Pour ça, c'est les épiceries publiques. Je le sais que on n'a pas de proposition d'avoir d'autres sortes de marchés mais les épiceries, ça en fait partie parce que c'est quand même compris dans le 75 C'est pas juste des produits non alimentaires. Donc, ça vient augmenter notre autonomie au Québec. Fait qu'on amène aussi des outils pour pouvoir l'atteindre, les contrats, les adapter pour les ouvrir, puis avoir une marge préférentielle, puis une partage de risque pour nos PME, nos entreprises québécoises. Parce que c'est ça notre force aussi au Québec, c'est les PME. Puis demander à une PME ou une très petite entreprise de concurrencer un géant, je veux dire, bonne chance. Il faut que nous, comme État, on mette en place les critères de façon plus forte. Je sais que le gouvernement, la CAQ, voulait aussi, ça c'est pour les contrats de donneurs d'ouvrage, là, c'est autre chose, c'est de dire, faut qu'on ajoute dans 33 des contrats autre chose que le plus bas soumissionnaire, c'est pas assez, là. Il faut augmenter ça plus. Puis il faut avoir dans la fonction publique une expertise qu'il faut développer, de la formation pour qu'ils soient capables de dire, OK, parce que c'est facile quand c'est le plus bas soumissionnaire. Tu regardes 2 chiffres, 3 chiffres. Ah, c'est facile. Tout le monde est capable de savoir c'est quoi le plus bas. Mais là, il faut avoir des critères qualitatifs. Puis ça peut être... faut avoir l'expertise pour aussi le déterminer. Il y a peut-être une chose que moi, je ne sais pas, c'est est-ce qu'on a la capacité de produire ce 75 %-là, à savoir, tout dépendant des produits dont on a besoin. On fabrique pas tout au Québec non plus. Non. Il y a des choses qu'on ne fait pas. Non, exactement. C'est ce que je disais, là. C'est pour ça que c'est pas 100 comme cible. Mais on peut faire beaucoup mieux, ça, c'est sûr et certain. On sait qu'il y a beaucoup de produits. Tu sais, moi, je me rappelle... C'était en Abitibi-Témiscamingue qu'il y avait des papeteries qui étaient fâchées, qui ne pouvaient pas rentrer dans les contrats, alors que le gouvernement, il en achète du papier, puis il achète des choses comme ça, des crayons, puis toutes sortes de trucs pour le gouvernement. Puis comment ça se fait que c'était juste les plus gros qui pouvaient soumissionner, puis des fois qu'ils n'étaient pas nécessairement au Québec. Oui, des fois, moi, je suis d'accord qu'on élargisse, comme on le disait tantôt, la définition de qu'est-ce qui est québécois. Mais on a quand même des PME qui sont ici, puis qui devraient en bénéficier. C'est notre fierté au Québec que ce soit les PME qui
qui soient les plus importantes au Québec. Moi, je trouve que c'est bon. Là. C'est une fierté, ça. Fait qu'il faut que ça continue. Oui, puis tu as peut-être une façon de fractionner des lots ou peut-être de regrouper des PME pour répondre à un besoin X, par exemple. Oui, exact. T'sais. Fait qu'il faut que les appels d'offres soient faits de façon à les favoriser aussi. Oui, oui. Parlons consommateurs un peu. On a parlé tantôt. Moi, j'ai envie de te demander comment tu penses que les Québécois perçoivent les produits du Québec, pas nous, là, les produits québécois en tant que tels. Comment tu penses qu'on perçoit l'achat local? Moi, ce que je sens beaucoup, là, puis ça a évolué depuis il y a 10 ans. Là. C'était moins un sujet. Là, maintenant, on le sent. Surtout quand tu sais, pourquoi je sens que c'est important? Quand je me rappelle que François Legault, en pleine pandémie, le premier ministre a commencé à dire inquiétez-vous pas, il va encore avoir de la bouffe, il va encore avoir des produits un peu partout dans les épiceries. Fait que les gens avaient peur de manquer d'affaires. Les papiers de toilette, hein, pour prendre un exemple qu'on se souvient tous. Oui, qu'on se souvient tous. Un exemple qui n'est pas alimentaire, parce que je sais, parce qu'on est avec produits du Québec. Et on se souvient, fait que les gens allaient acheter ça. Fait qu'il y a comme une peur de dire... si les avions arrêtent de venir porter, ou les bateaux arrêtent de venir porter des produits à cause de la COVID et tout ça, on va en manquer. Mais si on était sûr qu'on fabriquait tout ici, les gens auraient été beaucoup plus apaisés. Fait que moi, je sens que y a cette envie d'être moins dépendant des marchés internationaux. Il y a cette fierté aussi de dire que c'est québécois. De plus en plus, je le vois là, par exemple, sur les réseaux sociaux. J'ai acheté un chandail récemment. Là, il est tout, là, conçu, fabriqué, produit, tout au Québec. Tu l'as pas mis aujourd'hui? Non, je l'ai pas mis parce qu'il est comme un petit peu bédette. C'est bon. Je me suis dit, mais je l'ai porté avec une salopette. En tout cas, ça dit oui, dans le sens, c'est oui pour le Québec. C'est un message politique. Okay. Les jeunes amènent beaucoup des messages politiques comme ça sur les réseaux sociaux. Ils les fabriquent. Puis ça coûtait vraiment beaucoup plus cher, mais c'était fait par, tu sais, je la connais, là, la fille qui le fabrique. Fait que il y a une fierté aussi derrière ça. Mais souvent, je viens de le dire, tu sais, il y a la perception que c'est aussi plus de qualité, mais plus cher. Oui. Fait que c'est pour ça que l'indice de durabilité, s'il était vraiment clair, mentionné, puis on le sait que, je sais pas, moi, je dis n'importe quoi, là, ça existe en Europe. Si tu vois indice de durabilité 1A, B, C ou 1, 2, 3, là, il faudrait le définir, là. Les gens diraient, ça, c'est comme 5 étoiles là, comme produit. Oui, il coûte un peu plus cher, mais je vais l'acheter. Un peu comme quand les gens achètent en gros. Les gens aiment Costco. Je veux dire, ça coûte beaucoup plus cher. Mais, puis t'as pas un entrepôt chez vous, mais t'achètes en gros, tu le sais que ça va finir par être moins cher à cause de la quantité. C'est la même chose aussi pour la qualité. Fait que la perception des gens, c'est que c'est plus cher. Puis peut-être, ils n'ont pas le budget pour ça. Peut-être ça reste. Puis c'est ça qu'il faut défaire. Puis c'est là qu'il faut utiliser les leviers de l'État, par exemple, en faisant l'achat de gros, etc. Ou les épiceries publiques. Je reviens parce que je trouve que c'est quand même important, parce que ça reste que c'est le même budget des Québécois, là, que ce soit l'épicerie, les autres produits, ça reste quand même le même portefeuille des familles. Mais est-ce que tu penses actuellement, tu sais, je regarde la montée des plateformes, là, tu sais, entre autres des plateformes en ligne comme Temu, là, tu sais, qui sont à l'extérieur, qui sont des produits très, très, très peu chers. Est-ce que tu penses que les gens sont un peu conscients que souvent, l'achat qu'on va faire sur une plateforme comme ça, tu sais, c'est un produit qui n'aura pas une durée de vie. Tu sais, nécessairement, il n'y a pas d'indice de réparabilité, mais est-ce que tu penses que les gens sont sensibles à ça? Sûrement, ils sont sensibles, mais souvent, le plus facile et le plus rapide, puis ce qui te coûte le moins cher, c'est ça qui va être favorisé. Fait que c'est un défi d'aller contrer ça. C'est pour ça qu'au début, moi, je trouvais que l'Amazon québécois, c'était intéressant parce que ça vient... on va garder les mêmes habitudes des gens. Parce que c'est difficile là, de changer les habitudes, tu sais. Puis ça prend de la promotion, ça prend du travail, ce qu'on fait aujourd'hui, d'en parler. C'est important, mais ce qui est important au bout de la ligne, c'est de faciliter la vie des gens, puis qu'ils sentent que c'est facile, puis c'est possible pour eux d'avoir des produits facilement et qui sont... c'est le portefeuille, malheureusement, qui va le déterminer à la fin. C'est le portefeuille. Est-ce que tu penses que ça a un impact, la communication des bénéfices collectifs? Fait que là, tu sais, tantôt, je te parlais de ma recherche. Là, je disais, tu sais, si on trouvait une façon de dire, quand tu achètes cette bouteille-là versus l'autre, je n'ai pas la réponse, là, on va être capable de construire 4 écoles de plus. C'est pas un bénéfice individuel, c'est un bénéfice collectif. Oui. Au Québec, cette valeur existe, puis je le dis pas parce que c'est ce que je pense. Quand je parle aux gens, je le sais que quand ils font un achat, puis qu'ils ont l'impression que ça va avoir un impact, oui, c'est quelque chose qui vient les chercher.
Tu sais, en moyenne. Après ça, il y a des gens qui sont pas du tout là ou peut-être Oui, ça c'est les clair. intéresse moins et c'est normal. Mais en moyenne, le Québécois a envie. Et encore plus, c'est Donald Trump, c'est le positif. Ben, ça a Qui nous shaké les amène. choses quand même. Vraiment. Tu sais, là, cette année, peut-être, on l'a moins vu, mais par exemple, les gens arrêtaient d'aller aux États-Unis. Ouais. On le voit, là, tu sais, puis ça devient même une force de marketing importante faite au Québec. C'est quelque chose de beau. Puis moi, j'aime ça, tu sais. Il y a quelque chose, il y a comme une fierté d'être québécois puis de voir la feuille de liste sur nos produits. Ça, oui, ça vient chercher une fibre importante chez les gens. Fait que le communiquer, le mettre de l'avant, utiliser les techniques de marketing que j'ai appris de UHEC puis qui sont ton expertise aussi, Elfie, absolument. Oui, ça fait une différence. Puis tu penses-tu qu'on est plus dans le bénéfice économique ou le bénéfice environnemental ou les deux? Les deux. Il y en a, par exemple, le bénéfice économique de dire que mon 25 va créer tant d'emplois, Ouais. quand on sait que les gens ils ont peur maintenant pour leurs emplois. Les plus jeunes aussi, il y a un taux de chômage, je trouve, de moins en moins d'emplois. Fait que le bénéfice collectif a un impact. Tu sais, moi, j'entends beaucoup de gens dire, moi, je paye les taxes scolaires, mais je sais, j'ai pas d'enfants, mais je sais que c'est important pour nos écoles quand je vois que ça va mal. Au moins, j'ai l'impression que je contribue. Je paye beaucoup d'impôts. Puis, contrairement à ce qu'on entend dans les chroniques, c'est pas ça, là, au Québec. Tu sais, je le vois, là, je l'entends beaucoup autour de moi. Mais au moins, ici, je sais que ça va bénéficier à d'autres. Ça, je suis contente. C'est le gaspillage qui me dérange. Là, ça me Ouais. tente pas. C'est plus ça que j'entends. Que, je veux pas donner parce que moi, personnellement, dans ma vie, j'en bénéficie pas, puis les écoles, ça me dérange pas, puis les emplois, ça me dérange pas parce que je suis entrepreneur, etc. Ça, non. Quand ils sont sûrs que ça va à la bonne place, oui. Fait que le 25 faut le promouvoir. Bon, je me mets là-dessus. Avec mon équipe, je me mets une note. Trouves-tu actuellement qu'on les communique assez bien, les produits québécois, comme consommatrice, entre autres? Tu sais, je ne sais pas si tu fais ton épicerie ou peu importe. Ben oui, bien et- sûr. Ou, Voyons donc. ou tu as des gens pour toi qui le Non, font. non, non. J'aimerais ça. Non. Même avant d'être députée, j'ai ça magasiner pour te dire Non, la j'aime vérité. pas ça. Mais non, je le fais. Puis c'est sûr et certain que, tu sais, les étiquettes fabriquées ici, fabriquées au Québec, voir une fleur de lys, c'est sûr que ça frappe, puis ça marque, puis c'est important. Mais oui. tu trouves-tu qu'on le fait assez bien? Trouves-tu qu'il y en a assez? Pas assez. Pas assez? Toutes les initiatives, un gouvernement de Québec solidaire là, favoriserait grandement toutes les initiatives pour mettre de l'avant encore plus l'achat local, des produits québécois, en utilisant toutes les affaires du marketing. Là, tu sais, une entreprise, un artisan qui fabrique quelque Ouais. chose, par exemple, tu sais, lui, il n'a pas toute l'infrastructure pour pouvoir le mettre de l'avant. Bien, tu sais, les pignons sur rue, les commerces locaux qui ont pignons sur rue, qui ont envie de mettre plus de produits locaux, bien, il y a des initiatives, des fois, qui sont mises de l'avant à gauche et à droite. Bien, le gouvernement de Québec solidaire va les favoriser pour s'assurer que ces produits-là, des petits artisans, les petites initiatives, aient aussi les moyens que leurs produits se trouvent dans des commerces locaux. Il y a plein de... Tu sais, moi, je suis une fille de commerçant. Ben oui, je sais. Mon père avait Dollar, pignon sur rue, mais c'était comme l'ancien Dollarama. Ben Là, oui. c'est un seul prix. C'était pas très fabriqué Ça au Québec. existe Là. encore? Oui, il y en a encore un. OK. Et c'est l'ancien associé de mon père. Tu sais, mon père a 80, lui, il est un peu plus jeune, mais là, il va arrêter, là, il va prendre sa retraite. Là. Reprenariat. Mais je l'ai vu récemment, puis il y a encore le magasin avec le même nom. Pour vrai, un seul prix? Puis c'est-tu à Mais là, il y Montréal? a beaucoup. Oui, sur la Plaza Saint-Hubert. Fait que moi, mon père a eu son magasin sur la Plaza Saint-Hubert et son ancien associé, lui, mon père est à la retraite, il est encore là avec ce magasin-là. Fait qu'allez le voir. Mais là, il va vendre, puis je pense que ce sera plus un seul prix, j'ai Non. l'impression. Au début, c'était une franchise que mon père avait acheté parce que là, il y avait. C'est ce que je te dis, c'était comme à la fin des années 80, début 90. Fait que là, il était pas assez confiant. Après ça, la franchise est partie. Fait que, tu sais, puis là, c'est lui-même qui allait voir les fournisseurs, puis allait mettre des produits. Fait que moi, toute mon enfance, mon adolescence, mon âge de jeune adulte, tu sais, j'ai travaillé là. Moi, ça me tentait des fois d'avoir un autre job ailleurs. Ouais. Je trouvais mes amies chanceuses de travailler ailleurs dans d'autres commerces. Mais non, moi, il fallait que je travaille dans le magasin familial. C'était important pour mon père. Fait que tu sais, le commerce au détail, pour moi, ça a été comme toute mon enfance, mon adolescence.
et ma vie de jeune adulte. Puis j'aimais beaucoup ça. Puis j'y accorde beaucoup d'importance. Fait que je sais ce que vivent les gens qui ont pignon sur rue puis qui trouvent ça difficile avec le commerce en ligne. Ouais. À l'époque de mon père, c'était pas un enjeu. Ben, ça a été un enjeu quand Dollarama est arrivé. Là. Il a dit, OK, c'est fini pour moi. Je pourrais pas concurrencer. Fait qu'il a fermé, il a arrêté ça, il a tout vendu. Mais, par exemple, une des propositions qu'on met de l'avant, c'est les beaux commerciaux. Moi, je me rappelle, mon père, là, c'était pas à lui le magasin, il y avait le bâtiment. Fait qu'il il payait il y avait un loyer. Puis les beaux commerciaux, c'est pas comme les beaux résidentiels, c'est le Far West. Tu peux te faire augmenter, tripler, quadrupler. OK. Il n'y a pas de réglementation aucune. Non? Non, aucune. Aucune. savais Il y a pas. plein de commerces un peu partout qui sont en train de fermer, des cafés, des choses comme ça, qui ont pignon sur rue, qui c'est des commerces locaux qui sont en train de fermer. Moi, il y en a dans mon comté, il y en a un à Verdun récemment. C'est vraiment toute une communauté tissée serrée qui se défait, en plus d'avoir un impact négatif économique. Et je me rappelle, on a posé une question, Alejandra a posé une question qui est aussi à... Je la nomme souvent parce qu'elle était responsable en économie. Et elle posait une question, puis tout le monde, tous les ministres de la CAQ étaient là, puis se posaient des questions. Ils ne savaient pas de quoi on parlait. Ils ne sont pas conscientisés à ça. Fait que d'avoir un bail type, comme il existe dans le résidentiel, d'avoir un registre des loyers commerciaux pour ne pas avoir une augmentation de 100 là, 100 de pouvoir s'assurer qu'ils ne puissent pas se faire mettre dehors comme ça, les commerces locaux. Ça, c'est important parce que des fois, il y a des commerçants qui ont envie d'avoir une section achat québécois qui font affaire directement avec un artisan du Québec, qui sont des indépendants. Bien, ça aussi, c'est une façon de les aider. Bien, s'ils ferment, s'ils n'ont plus pignon sur rue, bien, ni le commerçant qui a pignon sur rue, ni l'artisan ne peut y contribuer. Fait que voilà une autre proposition de Québec solidaire. On va revenir... Ça, on l'a déjà dit, mais on va revenir à la charge pendant la campagne électorale. Je te l'annonce à primeur, juste pour toi. Ben, Colin, je suis assez contente. C'est ça mon but, c'est d'avoir un petit punch. Voilà. Fait que tu as parlé de commerçants locaux. Oui. Tu as parlé de produits. Est-ce que, puis il n'y a pas de bonne, mauvaise réponse, là, mais l'achat local, c'est-tu l'achat dans des commerçants de quartier ou c'est l'achat de produits québécois, peu importe le type de commerçant? Par exemple, le commerçant qui a pignon sur rue, Ouais. est-ce que ce que j'achète chez lui puis c'est fait en Chine, c'est local? Non. Là, c'est tiré par Comme les chez cheveux. Dollar. C'est ça, comme chez mon père. Ouais. Non, papa. Mais ce que mon père aurait pu avoir, par exemple, si moi j'étais là, puis que j'étais au HEC, puis je travaillais les fins de semaine et les soirs encore chez lui, comme je le faisais dans les années 90, supposons qu'on se reporte puis qu'on est aujourd'hui, j'aurais dit, papa, commerce local, très important, il faut que tu aies une section fait au Québec. Puis là, il va falloir que tu ailles chercher, là. On aurait regardé le site Internet de Produits québécois pour aller voir, avoir des commerçants, pas des commerçants, des artisans, des producteurs qui sont, par exemple, certifiés. Mais il y en a qui ne sont pas certifiés. Fait que là, ça serait de chercher, puis de fouiller, puis d'aller voir, puis de dire, ben, il faudrait comme avoir un contact direct. Par exemple, des gens qui fabriquent des savons, qui fabriquent toutes sortes de produits faits au Québec, puis d'avoir ta section locale avec la fleur de lys partout, une section bleue. Fait que Moi, tu pourrais j'aurais vu mettre ça dans tes propositions de parti? Bien, c'est pour ça que moi, ce que je dis comme proposition de parti, c'est que toutes les initiatives qui sont mises de l'avant, bien, le gouvernement de Québec solidaire porterait une attention là-dessus pour les favoriser, pour favoriser ces initiatives-là, pour que ceux qui n'ont pas l'infrastructure pour mettre partout bleu puis avoir la certification et tout ça puissent y accéder. Mais encore faut-il qu'il y ait des endroits aussi attractifs. Par exemple, c'est pour ça que je parlais des commerçants qui ont pignon sur rue, des commerçants locaux. Tu as parlé un peu de commerce en ligne brièvement. J'ai jamais eu de toute ma vie, pour vrai, là, de toute ma vie, un compte Amazon. OK. Bien, parfait. Mais mettons que je te dis, est-ce que c'est une bonne idée pour les produits du Québec d'avoir une vitrine sur Amazon? Je ne l'ai pas étudié en particulier, mais souvent, j'essaie de me porter. C'est un peu comme en culture. On est toujours déchiré, on est comme rendu trop loin. Et une façon d'aller chercher les jeunes, par exemple, pour qu'ils consomment des productions culturelles locales, bien, faut aller sur TikTok, faut aller là où est-ce qu'ils sont, faut aller sur Netflix, etc. Mais en même temps, ces plateformes-là nuisent à notre culture. Fait que c'est la notion de découvrabilité. Ouais. C'est compliqué. Est-ce que je dis non, moi, je suis contre ça totalement? Non, parce que je suis pas dogmatique, je suis très pragmatique. Et je me dis, ben comment est-ce qu'on peut le faire de façon intelligente
puis de la vraie façon, puis de la bonne façon, sans se tirer dans le pied, pour s'assurer que ce soit vraiment, vraiment des produits québécois pour que les... Puis c'est sûr que si, par exemple, sur Amazon, c'est écrit le logo du Québec, moi, je suis certaine que les gens qui ont l'habitude d'aller là-dessus sur Amazon, parce que c'est là qu'ils vont. Ils vont même pas sur mon commerce local, peut-être, parce qu'ils sont pas aussi sensibilisés que la fille de commerçante que moi je suis. Puis ils regardent, mais là, nous, on arrive dans leur face. Puis on leur dit, nous, on est Québécois. Mais j'ai besoin de voir, est-ce qu'on se tire dans le pied? Est-ce que c'est fait de la bonne façon? Tu sais, il y a pas de... Des fois, l'enfer est pavé de bonnes intentions. Oui, tout à fait. Donc, des fois, on dit « Ah, ça, c'est la bonne chose », mais est-ce qu'il n'y a pas des trucs dans notre... qu'on n'a pas bien regardé puis qu'on n'a pas bien évalué qui nous nuisent, finalement? Fait que s'il y a une balance à regarder. Fait que, tu sais, c'est à étudier. Bien, nous, on l'a fait. On l'a fait, puis ça a été... parce qu'on le voit, je pense. Oui, mais fois, ça a été une question qu'on s'est posée. On s'est dit, ben, tu sais, est-ce qu'on fait la promotion des produits québécois sur Amazon? Bien, la réalité, c'est qu'il y en a beaucoup des produits québécois sur Amazon. Il y a beaucoup d'entreprises qui vendent sur Amazon. Fait on va aller à la rencontre du consommateur puis lui donner l'option québécoise là où il magasine. Pour que ce soit identifié. Tout à fait. Absolument. Fait que ça a toujours été ça, le rationnel, de dire, ben il va là, autant choisir un produit québécois. Fait que, tu sais, dès que cette voie-là a été claire, ben c'est la voie qu'on a maintenue. Mais je comprends quand on en parle, là, tu dis, ben oui, nous, on a un partenariat aussi avec Amazon parce que le consommateur québécois y va. Fait qu'on veut faire rayonner l'offre québécoise. C'est ça. Comme la culture dans notre plateforme. Tout à fait. Les plateformes ne payent pas rien pour nos artistes. C'est nous qui payons. Mais en même temps, les gens sont là. Fait qu'est-ce qu'on fait? C'est compliqué. Fait qu'à un moment donné, il faut aller là où on est. C'est pour ça qu'il faut faire les choses en amont. Mais tu sais, on n'y a pas pensé en amont. Ça a pris une crise. Fait que là, aujourd'hui, c'est ça. Mais demain, ça va être quoi? Demain, ça va être quoi? Tu sais, on parle de l'intelligence artificielle. Ça va être quoi l'impact? C'est pour ça qu'il ne faut pas attendre les crises pour agir, parce qu'on est déjà trop tard. Puis si on agit en amont, en utilisant, comme je le disais encore, les leviers de l'État nous-mêmes, parce qu'on ne peut pas juste demander que les consommateurs fassent le parcours du combattant pour se sacrifier pour la cause. On ne peut pas demander ça aux gens. C'est à nous de mettre en place les conditions pour y arriver. Fait qu'il faut le faire à l'avance et non pas dans le temps des crises. Attendre les crises. Puis est-ce que... Parce qu'on parlait tantôt de visibilité des produits, puis on disait, tu sais, on pourrait les mettre plus visibles et tout ça. Moi, ce que j'ai vu pendant... principalement à Gare parce que je n'étais pas là dans la pandémie, on n'existait pas, c'est que, quand le consommateur s'est mis à rechercher les produits locaux, là, il y a eu un désir des détaillants puis des entreprises de s'afficher québécois, canadiens, sur des bases plus floues. Parce que des fois, puis ça part d'une bonne intention, tu sais, c'est pas... je pense que ça part d'une bonne intention, mais des fois, tu sais, si je te mets un logo québécois, puis dans le fond, l'entreprise est au Québec, mais le produit n'est pas là, est-ce que toi, comme consommateur, ça répond à tes attentes, tu sais? Fait que la pluralité de logos est là. Fait que là, nous, fait que j'aimerais savoir ton point de vue sur... Est-ce que c'est mieux de laisser cette porte ouverte-là? De dire, tu sais, il peut y avoir pas vraiment de règles, là, tu sais, sur afficher une provenance comme tu le penses, finalement, versus avoir une règle un peu plus stricte, de dire... Moi, je suis plus... Parce que la confiance est importante. Sinon, on peut tout dire, puis il n'y a plus rien qui vaut rien. Puis là, les gens, peut-être que si... ils sentent que c'est pas vraiment québécois ou qu'on commence à mettre un doute ou il y en a comme qui utilisent ça, oui, des fois de bonne foi, mais d'autres fois de mauvaise foi. Là, après ça, peut-être que tout le travail, par exemple, que Produits québécois fait, Produits du Québec fait et tout ça, pourrait être un petit peu... ça pourrait lui nuire. Fait que moi, je pense que c'est mieux qu'il y ait... que ça ait une valeur. C'est pas pour rien qu'on a demandé, puis on a amené un amendement, puis un gouvernement du Québec le mettrait de l'avant dans la loi, d'avoir la durabilité avec des vrais critères et non pas dire « Ah oui, moi, il dure longtemps. » Il faut que ça soit vraiment avec des experts pour ça. Puis je sais que ça occasionne des coûts. C'est pour ça qu'il faut qu'il y ait de l'aide gouvernementale pour s'assurer que, pour aider à cette certification-là. S'il y a de la volonté, c'est pas juste des paroles, il faut qu'il y ait aussi des investissements parce que pour s'assurer de la certification, j'imagine que ça vient aussi avec des coûts aussi. Fait que l'État, il faut qu'il soit là pour pouvoir supporter cette certification-là, pour garder la confiance des consommateurs. C'est très important. Pour la durabilité, ça serait-tu dans l'idée dont tu me parles, ça serait-tu dans plusieurs catégories de produits?
Oui. Ton indice de Oui, durabilité? bien, Ouais. dans tous les produits, par exemple, il y a eu la loi sur... faudrait rouvrir la loi sur l'obsolescence programmée. Ouais. Puis là, il y a des définitions de c'est quoi le produit, de quoi on parle. Puis là, on le mettrait là-dedans pour l'indice de durabilité, que ce soit pour les produits québécois ou pas. OK. Fait qu'on serait plus dans des produits, on serait pas dans la consommation courante nécessairement. Oui, c'est ça, pas les produits, mes un crèmes. chandail, mettons, là, tu serais pas là. Non, c'est ça. Les crèmes, ça serait... Mais les vêtements, peut-être pas, non. Oui, d'autres produits aussi pour l'obsolescence programmée. Mais je trouvais que je donnais ça comme exemple parce que ça montre que ça peut être plus cher, mais qu'il y a d'autres critères de qualité que les gens aiment. Ouais. Par exemple, ce qu'on disait là, comment est-ce que ça a un impact sur l'économie, la qualité, etc., etc. Ouais. Fait que d'avoir d'autres critères, les Québécois vont être ouverts à d'autres critères que juste le coût. Mais encore faut-il leur donner la confiance puis leur donner l'information aussi. Tu as parlé tantôt des PME, parce qu'effectivement, le Québec est composé majoritairement de PME ou de TPE, même. Oui, même très petites entreprises. Mais les entreprises, c'est aussi achètent. C'est vrai que l'accès à l'État est important, mais elles aussi, elles achètent. Comment qu'on peut, selon toi, peut-être les accompagner mieux pour même solidifier elles-mêmes leur chaîne d'approvisionnement? Oui. Très bon point. D'ailleurs, les PME ou les TPE encore plus, qui n'ont pas toute l'infrastructure puis des employés pour discuter avec l'État puis demander de l'aide, c'est la même chose que tout le monde là, qui appelle à un numéro du gouvernement, se faire dire votre appel est important pour nous pendant 1 heure. Il n'y a personne qui veut ça. C'est pour ça qu'un gouvernement de Québec solidaire, pour mieux accompagner les PME de façon générale pour l'achat local ou autres enjeux qu'elles ont, on va mettre en place un guichet unique pour les accompagner, pour qu'il y ait un endroit, pour pas qu'ils soient ballottés d'un ministère à l'autre, un guichet unique pour qu'ils puissent, quand ils ont un enjeu, notamment celui de dire, moi, j'ai envie d'acheter québécois, je sais que ça permettrait d'avoir un avantage concurrentiel pour mon entreprise je veux le mettre de l'avant, mais je ne sais pas trop comment m'y prendre et tout ça. Puis, est-ce que le gouvernement peut m'aider, vu qu'on veut mettre ça de l'avant, l'achat québécois? Il y aurait un guichet unique où est-ce qu'il peut faire appel pour ne pas être ballotté un petit peu partout. Il faudrait aussi, à ce moment-là, qu'on équipe le gouvernement pour qu'il y ait l'information. Bien, absolument. Je disais tantôt, par exemple, pour le plus beau soumissionnaire, n'importe qui est capable, avec un secondaire 5, de savoir qui est le plus beau soumissionnaire sans manquer de respect à personne. Mais si on veut ajouter d'autres critères, bien, ça prend de la formation, ça prend de l'expertise. Absolument. La pire chose qu'on peut faire au Québec, en disant on va accompagner les PME puis on va les aider, c'est de couper n'importe comment là, dans la fonction publique, n'importe comment. Est-ce qu'il y a du ménage à faire? Oui. Un gouvernement de Québec solidaire regarderait comment les choses ont été faites. Est-ce qu'il faut couper de façon dogmatique n'importe comment, n'importe quel fonctionnaire? Non. Pourquoi? Parce que les délais vont être augmentés puis la bureaucratie va être augmentée encore plus. Quand on n'a pas d'expertise dans la fonction publique puis quand on n'a pas les gens en nombre suffisant pour répondre aux besoins de la population et aussi aux PME, bien, c'est plus de bureaucratie. Fait que on va faire les choses intelligemment. Donc, oui, quand on dit un guichet unique, il va y avoir des gens qui ont une expertise, qui vont savoir quoi répondre et non pas juste votre appel est important pour nous. Puis après ça, il n'y a personne qui répond parce qu'on a coupé tout le monde comme d'autres partis proposent. Mais là, je m'arrête là parce que ici, on est... Sinon, on est positif. On est sur les solutions. On est positif. On veut de l'espoir. On a une solution. Est-ce que tu penses que des secteurs à prioriser pour nous rendre un peu plus autonomes par rapport aux importations? Oui. Oui, il y a notamment l'industrie du bois. Nous, on avait un plan de transition écologique en 2018-2022. On va en avoir une autre primeur juste pour toi. Pour vrai? Oui. Chouette. Oui, je suis généreuse comme ça, je sais pas. On va avoir aussi un plan de transition de 2026. Merci. Où on va mettre de l'avant aussi le bois, c'est-à-dire... il va y avoir un avantage pour le bois, que ce soit évidemment dans les logements et le bois québécois, pour arrêter de juste encore envoyer des 2x4, puis après ça, tout nous revient transformé à l'étranger. C'est une autre étape, dans le fond. Oui, on veut le faire ici, au Québec, valoriser notre bois, l'utiliser pour la construction, pour les logements, mais aussi pour les structures qui, d'habitude, sont des structures métalliques là, ou d'acier. La technologie est rendue très loin. On peut le faire au Québec, de construire avec le bois. Le bois est d'ingénierie
Et ça aussi, fait qu'on va, je pense, en Colombie-Britannique, Colombie-Britannique, je pense, où est-ce qu'il y a un avantage pour le bois. Bien, nous, au Québec, il y aurait un avantage pour le bois québécois ici au Québec. Puis ça ferait partie aussi des soumissions, par exemple, quand on veut public, mais aussi, on va mettre de l'avant des mesures pour que le bois soit fait ici. Ça crée des emplois durables. C'est bon pour notre industrie forestière qui a été mise à mal là, dans les dernières années, avec aussi les tarifs de Trump. Puis on deviendrait encore plus autonome. Ça c'est un secteur, un exemple d'un secteur. Et c'est bon aussi pour l'environnement, quand on a le bois. Bien là, dans le fond, c'est aussi que dans la chaîne, tu sautes des étapes de ta chaîne d'approvisionnement. Dans le fond, tu les rapatries ici au Québec. Oui, exactement. Exactement. OK. Fait qu'on a la mesure des épiceries, on a la mesure du quota, on a l'accès au marché public. Oui, les baux commerciaux. Les baux commerciaux. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour l'achat local? C'est assez ambitieux, là, quand même 75 je parlais aussi le bois, tu sais, tout ce qui est les secteurs de transition énergétique. L'énergie, maintenant, tout le monde vient de découvrir que c'est un secteur stratégique mondial très important. Et on est chanceux au Québec parce que on a, tu sais, le secteur énergétique, d'efficacité énergétique même, c'est une industrie en soi. Et c'est plus, là, on est moins peut-être dans les produits québécois, on est plus dans les consultations, dans l'expertise, les connaissances, les technologies aussi. Tu sais, de fabriquer des composantes pour avoir des technologies propres ici au Québec. Donc, le but, là, alors qu'on est en plein avec la crise énergétique qui est là, bien, c'est pas de dire, faut qu'on recule puis qu'on fasse comme le monde, comme Trump nous dit. Faut au contraire qu'on soit leader. Il ne faut pas qu'on soit des suiveux de Trump, il faut qu'on soit des leaders en matière de transition énergétique. Parce que quand l'ère de Trump va être terminée, puis l'ère des gaz et du pétrole va être terminée, parce que c'est vers là qu'on s'en va, bien, nous, on aura pris de l'avance, puis on aura un avantage concurrentiel mondial qui va dire qu'on est rendu en avance avec le secteur énergétique, qui est très, très bon pour nous, pour le Québec, pour nos entreprises québécoises. Fait que prendre du recul en restant dans les énergies carbonées, là, du gaz et pétrole, ça nous fait prendre du retard sur le secteur énergétique. Fait que c'est même pas... J'ai même pas parlé de la santé de la planète, là. Non. Je suis même pas là-dedans. Je suis dans la santé économique. J'aimerais ça que tu me donnes, que tu me glisses un mot sur Pharma Québec, qui est une promesse historique de Québec solidaire. Oui. Est-ce que ça fait partie encore des plans? Pharma Québec, juste pour expliquer aux gens, c'est d'avoir notre autonomie en matière pharmaceutique. Ça serait un pôle de production, de fabrication et aussi de recherche et développement sur les médicaments de toutes sortes, les produits pharmaceutiques. On sait que c'est un secteur très important, le secteur pharmaceutique au Québec, mais malheureusement, on a perdu à travers le temps notre autonomie parce que c'est souvent des entreprises étrangères qui, des fois, fabriquent ici ou pas des produits pharmaceutiques. C'est aussi de la haute technologie, là, le secteur pharmaceutique. Donc, c'est de garder notre autonomie ici au Québec, puis de continuer là, à fabriquer, puis aussi que le gouvernement, parce que notre système de santé achète beaucoup aussi de produits pharmaceutiques, de médicaments, bien, ça serait aussi pour alimenter notre système de santé en produits fabriqués ici par Pharma Québec, qui serait une société d'État pour avoir notre autonomie. Fait que ça aussi, c'est un projet de société extraordinaire qu'on a ressorti aussi beaucoup pendant la campagne, quand on avait peur de manquer de vaccins, de tout manquer. Puis Pharma Québec ferait aussi des vaccins. Fait que c'est, oui, de la fabrication, mais de la recherche, de développement, et aussi pour alimenter notre système de santé. Puis ça nous permettrait de faire des milliards d'économies. Bon. Bien, puis il y a des regroupements comme Bio-Québec qui vont être contents d'entendre ça. Il y a beaucoup de pain sur la planche, beaucoup de choses que vous voulez accomplir. Bien, j'ai envie de conclure un peu notre échange en te donnant, en te remerciant premièrement d'être venu me voir. Je suis vraiment très heureuse d'avoir pu merci d'avoir brisé la glace aussi. Merci pour l'invitation. En moi, une femme en gestion dans les entreprises privées, une femme en politique, ça brise toujours des C'est parfait, ça. On brise le verre. Oui. Sans blesser personne. Puis comme tu le dis, tu lâches pas le morceau. J'aimerais ça que tu termines cette phrase-là, tout simplement. Acheter québécois, c'est être plus riche et plus libre. Voilà. Merci, Rouba. Merci à toi.